Jeudi 24 avril, c'est le morning. Ravi de vous retrouver sur i24 News avec moi sur ce plateau Yael Bernstein. Bonjour Yael. Bonjour Nathalie. Et Jacques Neria. Merci Jacques de nous avoir rejoints. On va tout de suite passer à la revue de presse du Moyen-Orient. Et puis ce matin, bien évidemment, ce qui continue à occuper la presse et tous les autres médias, autant en Israël que dans le Moyen-Orient, c'est cette fameuse réconciliation entre le Hamas et le Fatah et surtout ses conséquences sur la suite des négociations, Yael. Absolument Nathalie, c'était à prévoir, aucune surprise là-dessus. Tous les journaux et tous les sites d'information en parlent. Beaucoup de spéculations ce matin sur le futur proche des pourparlers. En attendant, les Israéliens doivent se réunir cet après-midi pour analyser la situation et surtout donner une réaction officielle à cette réconciliation historique qui intervient, je vous le rappelle, après 7 ans de coupure entre les deux organisations. Et je vous propose de commencer tout de suite avec cette petite banderole sur la couverture de Yediot Aharonot, le quotidien à grand tirage. Petite, je vous le disais, mais assez explicite, la colère des Israéliens, ça sera nous ou le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est cité dans la double page consacrée à cette nouvelle. Ceux qui veulent la paix avec l'organisation terroriste du Hamas ne peuvent pas vouloir la paix avec nous. Et Yair Lapid, le ministre des Finances et chef du parti centriste Yesh Atid, intervient lui aussi en traduisant ce qu'il juge absurde. Les Palestiniens se rapprochent aujourd'hui de ceux qui ont juré d'anéantir l'État d'Israël. Et je voudrais clore cette information dans le journal de Yediot Aharonot en vous montrant cette caricature basée sur un nouveau jeu de télé-réalité qui s'appelle Jusqu'au bout du monde. Des parents divorcés qui se réunissent malgré leur divorce, malgré leurs problèmes, pour gagner le million tant attendu pour le bien de leurs enfants. Et bien voilà le secrétaire d'État américain John Kerry en rôle du présentateur qui encourage le couple de divorcer en leur criant « c'est pour les enfants ». Netanyahou et Abou Mazen qui doivent faire preuve d'équilibre pour sauver le rejeton, le chef du Hamas Khaled Meshal, dans sa bouée. Et comme ni les journaux ni les caricaturistes ne se concertent, regardez la même caricature dans le quotidien de gauche à Haaretz. Voilà les deux parents fraîchement divorcés du processus de paix qui viennent d'échouer sur leur île, blessés et fâchés. Et dans le quotidien centriste Maariv, on voit l'annonce claire de Benjamin Netanyahou. Abou Mazen se doit de choisir. Soit il se réconcilie avec le Hamas, soit il fait la paix avec nous. Et le dernier quotidien israélien dont je voudrais vous parler ce matin, Israël Hayom, le quotidien gratuit pro-gouvernemental, fait lui un pas audacieux en plus vers l'annonce de la réaction officielle d'Israël. Le grand titre de cette double page, vers une rupture des relations. À Jérusalem, on ne reste pas les bras croisés après la fusion entre le Hamas et le Fatah. La réunion prévue entre Tzipi Livni et Saeb Erekat vient d'être annulée. On y cite de nouveau la réaction de Netanyahou et cette fois celle des États-Unis. Israël ne peut pas avancer vers des négociations avec un partenaire qui ne reconnaît pas son existence légitime. Inutile de vous dire que la presse du monde arabe est elle aussi sur le qui-vive ce matin. Je vous propose de voir la couverture du site de l'agence de presse palestinienne Ma'an. Mahmoud Abbas y est cité. Il ne doit y avoir aucune contradiction entre la réunification de la Palestine et les négociations avec les Israéliens. Nous sommes engagés à obtenir une paix juste, basée sur 2 États et sur des résolutions internationale. Et voilà, on parlera de cette possible rupture des relations avec vous, Jacques Neria, d'ici quelques instants. Dans un tout autre registre à présent, une nouvelle qui risque de faire couler, elle aussi, de l'encre, beaucoup d'encre. Un conseil qui aurait voté une résolution qui tendrait à construire une nouvelle résidence officielle pour le Premier ministre et un avion privé. Et oui Nathalie, cette information est reprise dans toute la presse écrite. Vous voyez l'article que nous avons choisi dans le quotidien Israël Hayom, qui, je vous le rappelle, est proche de Benjamin Netanyahou. Un conseil interne dirigé par le juge Eliezer Goldberg et ancien contrôleur d'État propose de construire un nouveau bureau pour le Premier ministre qui regrouperait aussi sa résidence officielle de Jérusalem, un avion privé destiné à lui et au président de l'État qui ne devrait coûter que la modique somme de 70 millions de shekels pour l'avion et l'équivalent de 14 millions d'euros à peu près, et 800 millions de shekels, l'équivalent de 160 millions d'euros pour la résidence bureau de Jérusalem. Voilà des nouvelles dépenses qui ne sentent ni le consensus ni les applaudissements. Et voilà, et en France, on parle d'économie budgétaire. Allez, on part à présent vers la Turquie où, vous le savez, le Premier ministre Erdogan a annoncé hier, a adressé hier ses excuses, ses condoléances quant au génocide arménien. Le mot n'a pas été employé, génocide. Non. Et ce sont des condoléances
historique. C'est la première fois qu'un officiel turc parle de cette manière-là. Les voilà dans tous les journaux du Moyen-Orient. Et regardez-les plutôt tout d'abord dans le quotidien Today Zaman, le quotidien turc. Ces excuses ont été annoncées en 9 langues différentes à l'aube du 24 avril, considérée comme étant la date anniversaire du début du génocide arménien, 99 ans après. Erdogan s'est adressé à la 3e génération de ces Arméniens qui ont perdu leurs proches en 1915 sous le régime ottoman. Nous souhaitons que les Arméniens qui ont perdu la vie dans les circonstances ayant caractérisé le début du XXe siècle reposent en paix et nous exprimons nos condoléances à leurs petits-enfants. Le voilà aussi dans le quotidien libanais en langue française, L'Orient le jour, qui nous rappelle que malgré ses excuses, le terme génocide n'a sciemment pas été employé, terme que la Turquie nie catégoriquement jusqu'à aujourd'hui. Et dans la presse israélienne, vous voyez l'article d'Israël Hayom qui accentue ce bémol dans les excuses officielles. Le Premier ministre turc précise que le massacre n'a absolument pas été réalisé sur une base ethnique ou religieuse. Les États-Unis caractérisent cette déclaration d'incomplète et même de cynique. Voilà, on en reparlera en deuxième heure de ce morning. On sera en ligne avec un Arménien. On va terminer avec une explosion, mais cette fois, une bonne nouvelle pour les transports israéliens. Oui, Nathalie, vous voyez la dernière page de Maariv. C'est évidemment une excellente nouvelle pour tous les usagers et les habitants du Nord qui souffrent trop souvent du trafic routier engorgé. La première partie des travaux de la création de la ligne ferroviaire entre Carmiel et Saint-Jean-d'Acre, Akko, dans le nord du pays, vient d'être achevée avec succès. C'est en collaboration avec la compagnie chinoise CCECC et pour un coût de 700 millions de shekels, c'est-à-dire 140 millions d'euros, que ce projet a pu être mené à bien et on attend maintenant l'inauguration de la ligne prévue pour octobre prochain, c'est-à-dire 3 mois avant la date prévue. Et ça, ce serait bien une première. Et ça, c'est une première en Israël. Merci beaucoup, Yael, pour cette revue de presse. Merci Nathalie, à tout à l'heure. Jeudi 24 avril, l'heure tout de suite de faire un point sur l'essentiel des titres de cette matinée. Cet accord conclu entre le Fatah et le Hamas. Les deux factions ennemies espèrent s'accorder sur la formation d'un gouvernement d'union d'ici à 5 semaines. Washington a réagi en mettant en garde contre cet accord qui pourrait, je cite, compliquer les efforts en cours pour relancer le processus de paix côté israélien. Benjamin Netanyahou accuse le président palestinien de saborder ce processus de paix. Barack Obama entame une tournée en Asie, en commençant par le Japon. Et pour son dîner en compagnie du Premier ministre japonais Shinzo Abe, le président américain a eu droit à un cadre déroutant, une station du métro de Tokyo, un lieu inhabituel où il s'est vu servir les meilleurs sushis du monde par un chef triplement étoilé au guide Michelin et référence mondiale du sushi. Aujourd'hui, il sera question de partenariat transpacifique pour les deux dirigeants. Les perspectives d'apaisement et de respect de l'accord de résolution de la crise en Ukraine signé à Genève la semaine dernière s'éloignent encore un peu plus, alors que les deux partis russes et ukrainiens s'accusent mutuellement de violer les termes de l'accord. Kiev a ouvertement demandé la reprise d'une opération anti-terroriste dans l'est du pays. Ce à quoi la Russie a répondu via son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Elle répondra si ses intérêts sont attaqués en Ukraine, de la même manière qu'en Géorgie en 2008. Une riposte qui s'était conclue, je vous le rappelle, par une intervention armée. Alors on en parlait dans cette revue de presse et on va en reparler très largement ce matin. Cette réconciliation, ultimatum aussi lancé par Benjamin Netanyahou à Mahmoud Abbas, le Premier ministre israélien, qui appelle le président de l'autorité palestinienne à choisir entre la paix avec le Hamas et la paix avec Israël. On fait tout de suite le point dans ce sujet préparé par Maxime Pérez. La réconciliation interpalestinienne n'est désormais plus un vœu pieux, mais elle n'est pas du goût de tout le monde, et notamment du gouvernement israélien. Au lieu de faire la paix avec Israël, Mahmoud Abbas fait la paix avec le Hamas. Mais il va devoir faire un choix. Veut-il la paix avec le Hamas ou avec Israël? C'est l'un ou l'autre. Et tandis qu'à Jérusalem, le scepticisme est de rigueur, à Gaza et Ramallah, on propose déjà un calendrier ambitieux. 2 dates sont à retenir, un gouvernement d'unité nationale dans les 5 semaines et des élections générales dans 6 mois au plus tard. Je suis très heureux de proclamer la fin de la période de division interpalestinienne.
L'accord de réconciliation Fatah-Hamas suscite aussi une adhésion populaire. En Cisjordanie ou à Gaza, la rue palestinienne veut pousser les deux organisations rivales à joindre la parole aux actes. C'est au Fatah et au Hamas de mettre fin à la discorde, sinon le peuple prendra les choses en main. Après des années de brouille et de division, le message semble cette fois avoir été entendu. Voilà, alors Jacques Neria, ancien officier des renseignements israéliens, consultant pour i24 News sur les questions sécuritaires et de défense. Elle profite à qui, cette réconciliation de dernière minute? Écoutez, si jamais nous laissons les politiques à part et je dirais les réponses impulsives du côté israélien, je pense qu'Israël devrait regarder ça d'une manière positive. Écoutez, il y a deux alternatives. La première, c'est qu'on aboutisse à un accord avec les Palestiniens. Donc, si Mahmoud Abbas mène ces accords-là et ces négociations-là, on arrive à un accord. Donc, automatiquement, Hamas est impliqué. Hamas, qui voit en Israël, je dirais, l'archi-ennemi, sera impliqué dans un processus de paix avec Israël. C'est d'un côté. De l'autre côté, si jamais ces négociations ne vont pas aboutir, ce qui est fort possible. Donc, on a qui accuser. C'est l'autorité palestinienne à cause de sa relation, je dirais, de sa réconciliation avec Hamas, donc a tout simplement causé ce dégât-là énorme au processus de paix. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les ardeurs devraient être un peu plus calmes et puis être calmés dans cet après-midi. Et naturellement, je dirais, le problème pour Israël, ce n'est pas dans l'immédiat. Le problème, c'est dans 6 mois. Si jamais, effectivement, cet accord est honoré, il y a des élections, là, je ne sais pas si Fatah sera vainqueur en Cisjordanie. Pour revenir sur le Hamas, cette organisation, elle était à bout de souffle, acculée même dans son versant égyptien. C'est pour ça que le Hamas est tourné vers le Fatah. Le Hamas me rappelle très bien l'état où était l'OLP en 93. Donc c'était assommé, était harcelé par tout le monde, isolé. Hamas lui-même est dans cette situation-là, encerclé par Israël et par les Égyptiens, à bout de souffle, sans oxygène. Il voit dans une occasion pour tout simplement reprendre son souffle, s'organiser de nouveau, je dirais se réinventer en quelque sorte. Et ça, c'est l'occasion. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas les circuits financiers ont été coupés automatiquement. Alors, par l'intermédiaaire d'Abbas, ça sera de renouveler. Alors justement, Mahmoud Abbas, il gagne quoi dans cette affaire? Est-ce qu'il va réussir à gérer finalement ce Hamas, même s'il a dû plier? Écoutez, Mahmoud Abbas est un pragmatique. Alors, il a vu qu'il y avait ici des circonstances où il y a une alliance, je dirais, d'intérêt. Cette alliance d'intérêt permet à Abbas de se présenter comme l'unificateur du peuple palestinien. Donc après 7 ans je dirais de débâcle palestinienne, il y a un accord historique, soi-disant historique. Donc c'est lui qui est le chef de l'OLP, qui est en train de réorganiser l'OLP. Alors tous les propos à propos de la dissolution de l'autorité palestinienne sont naturellement caduques et superflus et tout simplement c'était tout ça mal placé. Donc on reparle aujourd'hui d'une nouvelle donne qu'il faut que Mahmoud Abbas naturellement se dore le blason avec. Une nouvelle donne, vous y croyez vraiment? Parce qu'on a parlé à plusieurs reprises de réconciliation. Est-ce que cet accord, une fois signé, comme on l'a vu hier soir, est-ce qu'il va être appliqué selon vous? Écoutez, il y a trop de divergences entre Hamas et l'OLP pour que cet accord-là soit respecté. De plus, il y a cette séparation territoriale qui fait pour cette unification, c'est un très grand ennemi. Ce qui m'étonne surtout, c'est le fait que le chef du Hamas, donc dans cette conférence de presse, est assis à côté du représentant de l'OLP qui parle ouvertement d'un accord que les Palestiniens veulent, l'OLP voudrait avoir un État palestinien indépendant basé sur les frontières du 4 juin 67. Donc c'est un anathème horrible pour Hamas et Hamas se tait. Je dirais ça, c'est quelque chose à voir et à comprendre et à cogiter. On va aller un petit peu plus loin, reparler de ces négociations. Est-ce qu'elles ont une poursuite? Est-ce que les Américains, les Israéliens, les Égyptiens aussi vont considérer le Hamas comme un interlocuteur à présent? Pour l'instant, le Hamas et le Fatah pour l'instant, ça a l'air d'aboutir à un cul-de-sac. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. À moins qu'il n'y ait un Deus ex machina comme à l'époque, je dirais, du Moyen-Âge qui viendrait résoudre les problèmes horribles qui sont sur place, je ne vois pas comment est-ce qu'on aboutirait à un accord sur les négociations, sur l'extension des négociations ou sur n'importe quoi avec les Palestiniens. La politisation du mouvement, c'est possible?
La politisation du mouvement Hamas. C'est-à-dire mais le Hamas est déjà politisé. Il y a une aile politique. Il y a aussi une branche terroriste. Il y a la branche terroriste. Mais maintenant, la grande question de savoir maintenant si sous la coupe de l'OLP, le djihad islamique, et les petites organisations, les nébuleuses, la Al-Qaïda et autres vont continuer à leur action. Si jamais ça va se continuer, automatiquement ça va répercuter sur l'autorité palestinienne qui sera considérée comme responsable par Israël, donc automatiquement la cible d'Israël. Et ça, c'est un grand changement. Il faut voir dans quelle mesure est-ce que Mahmoud Abbas sera capable d'imposer à Haniyeh le contrôle de ces sbires. En un mot, Jacques, pour conclure, que risque Israël ? Écoutez, l'avenir dans ces négociations n'est pas fameux. Donc il faut tout simplement avoir un peu plus de patience et voir si jamais Mahmoud Abbas n'est pas capable de nous amener à un port, un port calme où nous pourrons aboutir à des négociations. Il faut tout simplement attendre la deuxième génération de Palestiniens. Merci Jacques Neria d'avoir été avec nous sur ce plateau. Restez avec nous à suivre dans le Morning. On prendra la direction du Brésil où 1 mois et demi avant le lancement du mondial de football, on craint pour sa sécurité partout. On part donc à Rio dans quelques instants. Sur le plateau du Morning d'I24 News et comme promis on va partir pour le Brésil et reparler de ces violences meurtrières dans une favela de Copacabana, le plus célèbre quartier de Rio qui s'est enflammé à moins de 2 mois de la Coupe du Monde de football. Une personne au moins est morte lors des affrontements avec les forces de l'ordre. On fait tout de suite le point en images, on en reparle juste après. Drame dans la favela de Pavao au Brésil. Mardi soir, Douglas Rafael Pereira, un jeune homme de 25 ans, a été retrouvé mort dans une crèche de son quartier. Danseur dans un populaire programme de la télévision brésilienne, il était considéré comme un modèle pour beaucoup. Pris à tort pour un trafiquant de drogue, il aurait succombé à ses blessures après avoir été roué de coups par les forces de l'ordre. Sa mort a provoqué un véritable soulèvement dans les favelas de Rio. Barricades, tirs de la police d'élite brésilienne et jets de pierre, les réactions ne se sont pas fait attendre. 2 grandes avenues et un tunnel ont même été fermés à la circulation, provoquant des embouteillages dans toute la ville. Dans les heures, Mathéus, un déficient mental de 27 ans qui participait aux manifestations, a été tué d'une balle en pleine tête. 2 morts qui suscitent l'indignation des habitants du quartier et des militants des droits de l'homme. Tout le monde a le droit de vivre, personne n'a le droit de retirer la vie d'un être humain. Ma plus grande révolte, c'est que j'ai entendu de la bouche d'un policier qu'ils allaient tuer un jeune pour donner l'exemple. Et ils l'ont fait, et ils ont tué un de nos enfants. Et je suis mère, imaginez une mère qui se retrouve dans cette situation, c'est révoltant. Cette mère qui va enterrer son enfant demain. Imaginez la révolte des personnes dans cette communauté. On ne veut pas d'une police sanguinaire à l'intérieur de notre favela. Si les affrontements semblent avoir cessé ce mercredi, de nombreux jeunes parlent désormais de véritables guerres dans les favelas. Depuis 2008, le gouvernement brésilien fait la chasse aux trafiquants de drogue qui gangrènent les quartiers. Ils auraient installé une 40aine d'unités spécialisées dans les 174 favelas de la ville. Voilà donc pour le point sur la situation. Alors on vient de le voir, 2 violentes émeutes. Donc on part tout de suite pour Rio où l'on rejoint notre correspondant François Cardona. Bonjour. À 1 mois et demi du mondial, François, on le voit, le Brésil enregistre des émeutes violentes, notamment dans le quartier de Copacabana. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, je me suis rendu dans plusieurs de ces favelas ici à Rio, dans ces quartiers qui surplombent le centre touristique, dont la fameuse plage de Copacabana. Les patrouilles de police ont été fortement renforcées par des hommes lourdement armés de pistolets, de fusils mitrailleurs dans la zone où l'émeute a eu lieu. La tension est certes retombée, il ne reste sur place que des traces de pneus brûlés, quelques vitrines brisées, et les habitants de cette favela installée sur les collines de Rio ont pu vaquer à leurs occupations. Même chose sur la plage de Copacabana où une légère brume hier dans la journée n'a pas empêché les touristes de venir se baigner sous la surveillance néanmoins d'un nombre croissant de policiers. Alors c'est ça, plus globalement, comment le gouvernement répond à cette vague de violence ?
Eh bien, ces favelas toutes proches du centre touristique, elles sont devenues un enjeu de sécurité majeur pour les autorités de Rio à la veille de ce mondial de football. Ces quartiers pauvres sont occupés depuis plusieurs années maintenant par des unités de police pacificatrices, une sorte de nouvelle police de proximité qui a chassé les trafiquants de drogue. Or, ces jeunes dealers tentent aujourd'hui d'en reprendre le contrôle et les échanges de tirs ne sont pas rares. Près de 10 policiers ont été tués ici à Rio depuis le début de l'année. Certains spécialistes ici au Brésil affirment même que ces émeutes, comme celle qui vient de se passer à Copacabana, seraient en fait des démonstrations de force orchestrées en sous-main par les trafiquants de drogue pour tenter de reprendre en quelque sorte le contrôle de leur favela. François, on en parle des violences, et puis vous le disiez, 1 mois et demi avant le début du mondial de football. Au niveau des stades, comment ça se passe ? Eh bien, les retards continuent de s'accumuler, il faut bien le dire. 3 stades ne sont toujours pas complètement prêts, dont celui de São Paulo, le fameux stade de l'Itaquerão, qui recevra pourtant le match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Les autorités brésiliennes sont entrées dans une véritable course contre la montre. Car au-delà du retard dans ces stades emblématiques, c'est surtout la question des aéroports qui inquiète aujourd'hui. L'enjeu est majeur. Plus de 600 000 touristes étrangers et quelques 3 millions de Brésiliens vont se déplacer par avion dans tout le pays durant ce mois de compétition. Et pour faire face à la demande, près de 2000 vols ont été ajoutés sur cette période. Or, tout cela pourrait bien se transformer en cauchemar logistique dans les aéroports déjà bondés, dont les terminaux ne sont pas prévus tout simplement pour faire transiter autant de passagers dans les aéroports de São Paulo, de Brasilia ou même ici à Rio de Janeiro. Les travaux de rénovation sont toujours en cours, toujours à moins de 50 jours de ce début de cette Coupe du Monde 2014. Merci beaucoup François. On suivra donc ces préparatifs avec vous. François Cardona en direct du Brésil. Je vous souhaite une bonne nuit puisque l'heure est avancée depuis Rio. Merci à vous. Jeudi 24 avril, l'heure tout de suite d'un rapide rappel des titres. Accord conclu donc entre le Fatah et le Hamas. Les 2 factions ennemies espèrent s'accorder sur la formation d'un gouvernement d'union d'ici à 5 semaines. Washington a réagi en mettant en garde contre cet accord qui pourrait, je cite, compliquer les efforts en cours pour relancer le processus de paix. Côté israélien, Benjamin Netanyahou accuse le président palestinien de saborder ce même processus de paix. Les perspectives d'apaisement et de respect de l'accord de résolution de la crise en Ukraine signé à Genève la semaine dernière s'éloignent encore un peu plus, alors que les 2 partis, russes et ukrainiens, s'accusent mutuellement de violer les termes de l'accord. Kiev a ouvertement demandé la reprise d'une opération antiterroriste dans l'est du pays, ce à quoi la Russie a répondu via son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qu'elle répondrait si ses intérêts étaient attaqués en Ukraine, de la même manière qu'en Géorgie en 2008, une riposte qui s'était conclue, je vous le rappelle, par une intervention armée. Barack Obama entame une tournée en Asie en commençant par le Japon et pour son dîner en compagnie du Premier ministre japonais Shinzo Abe, le président américain a eu droit à un cadre déroutant, une station du métro de Tokyo, un lieu inhabituel où il s'est vu servir les meilleurs sushis du monde par un chef triplement étoilé au guide Michelin et référence mondiale du sushi. Aujourd'hui, il sera question de partenariat transpacifique pour les 2 dirigeants. Alors on va reparler justement de cette crise ukrainienne avec Michel Thoman, avec nous présent sur ce plateau. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors en apparence, aucune conséquence directe sur le consensus entre les grandes puissances dans les discussions avec l'Iran, mais dans une situation de tension accrue entre les Occidentaux, Moscou paraît de plus en plus décidé à jouer sa propre carte. Alors Michel, aujourd'hui, quels sont les liens entre ce dossier ukrainien d'une part et le nucléaire iranien de l'autre ? Alors, écoutez, il est clair que le traitement du dossier iranien nécessitait et nécessite un consensus total, l'unanimité des 6 grandes puissances, c'est-à-dire les 5 grandes puissances qui sont au Conseil de sécurité, Russie, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne et l'Allemagne. Un consensus total, car s'il n'y a pas de consensus, il n'y aura pas d'accord. En tout cas, cet accord, si cet accord était signé avec quelques-uns des membres, il ne serait pas valable. Donc, un consensus total. Et cela repose sur un accord total entre la Russie et les États-Unis. Alors, justement, est-ce qu'ils ont la même vision, les États-Unis et la Russie, de cet accord Jusqu'à présent, la crise ukrainienne, qui a entraîné
la plus grande tension qu'on ait vue depuis peut-être la fin de la guerre froide, depuis la fin de l'Union soviétique entre la Russie et les États-Unis. Cette crise ukrainienne n'avait pas eu de conséquences ni sur le dossier syrien, ni sur le dossier iranien, en tout cas en apparence. Mais ces derniers jours, et notamment hier avec la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, on voit maintenant des répercussions de la crise ukrainienne sur la situation iranienne, en tout cas sur la négociation sur le nucléaire. Quelles répercussions, par exemple, M. Lavrov, hier, a tenu des propos assez durs en disant en attaquant les États-Unis, parce que les États-Unis aussi, de leur côté, veulent aujourd'hui que la discussion sur l'accord final sur l'Iran inclut aussi le programme balistique. C'est-à-dire pas seulement les centrales nucléaires, mais aussi les engins, les missiles qui pourraient permettre à l'Iran d'utiliser une arme atomique ou d'autres armes. Donc là, on sent une tension maintenant qui est en train de s'accroître et qui est en train de se répandre, d'éteindre sur le dossier iranien. Alors justement, quand on regarde les choses de l'extérieur, on a bien le sentiment que la pression russe sur l'Iran, elle est moins bruyante que celle d'Israël sur les États-Unis. Pourtant, elle a l'air plus décisive. Écoutez, le Premier ministre Netanyahou n'est peut-être pas allé avec beaucoup de délicatesse ou beaucoup de tact. On l'a vu se répandre partout, assez isolé, seul contre tous, pour dénoncer les négociations entre l'Iran et les grandes puissances. La Russie, elle, de son côté, beaucoup plus discrètement, fait pression sur l'Iran pour durcir la position iranienne. Par exemple, il y a c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup non plus, mais cet accord commercial qui est en négociation, en discussion entre l'Iran et Moscou, et un accord sur un échange qui porterait sur plusieurs milliards et peut-être dizaines de milliards de dollars, un échange pétrole contre fourniture de matériel. Et cet accord qui est en discussion maintenant est en train d'interférer avec les négociations, il allégerait le poids des sanctions. C'est-à-dire que si les Iraniens peuvent obtenir par un autre biais, par un accord unilatéral avec Moscou, ce qu'on pourrait leur promettre par ailleurs à la fin des négociations, eh bien évidemment, la négociation avec les six est affaiblie. Donc là, on a effectivement progressivement le contrat, en tout cas la discussion, qui commence à être entaillée, notamment par une pression russe. Et après tout, les Russes se sentent tellement agressés en Ukraine. Il faut comprendre que la question ukrainienne est une question centrale pour la Russie, et la Russie, en tout cas la direction russe, en tout cas Poutine, se sent dans son bon droit parce qu'il se sent agressé dans son arrière-cour, parce que malgré l'indépendance de l'Ukraine, malgré la fin de l'Union soviétique, Poutine a toujours un sentiment grand russe, un sentiment impérial, et il considère que les Américains, que les Occidentaux sont en train de s'ingérer dans des affaires quasiment intérieur à la Russie. Et donc, de ce point de vue-là, ils se sentent en légitime défense et ils ne feront pas de cadeaux aux Occidentaux sur le dossier iranien. Je rappelle que l'Iran, c'est aussi un pays qui est limitrophe. Alors justement, l'Iran, cette opposition entre l'Est et l'Ouest, cette opposition qui se fait de plus en plus prégnante au fur et à mesure des jours, est-ce que Téhéran la voit d'un bon œil? Est-ce que ça peut être bénéfique pour Téhéran? Écoutez, l'inconnu, c'est que se passe-t-il à l'intérieur de l'Iran? Que se passe-t-il à l'intérieur de la direction iranienne? On le sait, la population iranienne est assoiffée de paix, est assoiffée de prospérité, est assoiffée de consommation, est fascinée par le modèle occidental. En même temps, cette population iranienne est l'héritière d'une tradition, d'un grand pays, d'un grand empire qui se sent humilié. Et donc, il y a ces deux sentiments, le sentiment nationaliste, la fierté, et la fierté d'être dans la cour des grands, de pouvoir négocier, d'avoir le droit au moins au nucléaire civil, qui ne lui est pas contesté, mais la direction iranienne joue beaucoup sur l'ambiguïté. Et puis, il y a la volonté d'une réintégration dans la communauté internationale qui permettrait d'accéder à la prospérité et à la consommation. Alors, et ça, on retrouve ces contradictions, on les retrouve à l'intérieur de la direction iranienne. Et l'intégration via le pétrole, éventuellement, puisqu'on sait que l'Europe cherche à réduire sa dépendance énergétique face au gaz russe. La grande contradiction, et bon, c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est qu'on est en train de discuter du nucléaire iranien et qu'en même temps, à l'ombre du pétrole. Bon, à l'ombre des puits de pétrole, on discute du nucléaire. Et bien évidemment, on s'aperçoit que la principale richesse de l'Iran, c'est quoi? C'est le
le pétrole. L'Iran regorge d'une source d'énergie qui n'est pas encore obsolète, qui le sera peut-être dans 20 ou 30 ans, mais qui n'est pas encore obsolète. Et on discute on discute depuis 10 ans du nucléaire civil. Du nucléaire, civil ou militaire, etc. Mais en réalité, l'Iran, qui prétend avoir absolument besoin du nucléaire, n'a pas besoin, comme source d'énergie aujourd'hui, du nucléaire. L'Iran possède une matière première que beaucoup de pays voudraient posséder, que beaucoup de pays lui envient, et ça relativise totalement le débat sur le nucléaire civil, parce qu'en réalité, cela prouve quand même d'une certaine manière que derrière le nucléaire civil, il y a l'ombre du nucléaire militaire, parce que, vous comprenez ce que je veux dire, le nucléaire n'est pas indispensable aujourd'hui sur le plan énergétique à l'Iran, ça c'est très clair. On va revenir sur une question et un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Ukraine a été dénucléarisée en 1994 par ces mêmes puissances occidentales, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie en tête, qui lui ont dit « Ne vous inquiétez pas, on sera là en cas de besoin ». Résultat, la situation dans laquelle on est arrivé aujourd'hui, l'Iran qui reçoit aujourd'hui un tel argument ou pas? Écoutez, le problème, franchement, je répète, il y a cet inconnu, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants iraniens, qu'est-ce qui se passe entre eux, où veulent-ils aller? Veulent-ils continuer, et je pense qu'ils sont divisés là-dessus, et il y a une faction qui veut effectivement, peut-être être Rouhani, peut-être Rouhani tient un double discours, mais en tout cas, il y a un certain nombre de dirigeants qui veulent évidemment à la fois réformer le pays, réintégrer la communauté internationale, et en pensant qu'avec ces réformes, ils vont sauver le régime, car le régime est quand même très affaibli, il est à bout de souffle, il est idéologiquement à bout de souffle. Le souffle qui a porté la révolution islamique aujourd'hui a disparu, la force motrice est aujourd'hui épuisée. Donc il y a ça, et puis il y en a d'autres qui conçoivent ces négociations comme une ruse, comme une tactique, et la question est de savoir où s'arrêtera le point d'équilibre. Je n'arrive pas à croire, car on ne l'a jamais vu, qu'un pays puisse volontairement se dessaisir de tout son arsenal militaire nucléaire. On l'a vu une fois avec l'Afrique du Sud, mais dans le cadre d'un processus de changement total de régime avec la fin de l'apartheid. Est-ce que le cas de figure de l'Iran, c'est le cas de l'Afrique du Sud? Ça voudrait dire qu'il se prépare d'un changement fondamental à l'intérieur de l'Iran que nous ignorons, ou est-ce que c'est plutôt le cas du Japon, c'est-à-dire un pays qui veut s'arrêter au seuil nucléaire? La question, elle est ouverte. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. Restez à suivre dans le Morning. On parlera de l'anniversaire en France du mariage. Pour tous 7000 mariages gays qui ont été célébrés dans l'Hexagone, quid d'Israël? La réponse dans un instant. Retour sur le plateau du Morning, vous êtes sur i24 News, merci à vous de nous avoir rejoints. On fait tout de suite le point sur la presse du Moyen-Orient, c'est l'heure de la revue de presse. Et c'est Yael Weinstein qui s'y colle encore une fois ce matin, ce qui continue à occuper la presse, Yael, et tous les autres médias. Eh bien, c'est cette fameuse réconciliation entre le Hamas d'une part, le Fatah de l'autre, et surtout ses conséquences sur la suite des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Absolument, Nathalie, il fallait s'y attendre. C'est à la une de tous les journaux et de tous les sites d'information. Beaucoup de spéculations ce matin sur le futur proche des pourparlers. Et je vous propose de commencer avec cette petite banderole sur la couverture de Yediot Ahronot, le quotidien à grand tirage. Petite, je vous le disais, mais explicite, la colère des Israéliens. Ce sera nous ou le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est cité dans la double page consacrée à cette nouvelle. Ceux qui veulent la paix avec une organisation terroriste, celle du Hamas, ne peuvent pas vouloir la paix avec nous. Et Yair Lapid, le ministre des Finances et chef du parti centriste Yesh Atid, intervient lui aussi en traduisant ce qu'il juge absurde. Les Palestiniens se rapprochent aujourd'hui de ceux qui ont juré d'anéantir Israël. Et je vous propose de clore cette information dans Yediot Ahronot avec cette caricature basée sur un nouveau jeu de télé-réalité qui s'appelle Jusqu'au bout du monde. Des parents divorcés se réunissent malgré leur divorce pour gagner le million tant attendu pour le bien de leurs enfants. Et bien voilà le secrétaire d'État américain John Kerry en présentateur qui encourage le couple des divorcés en leur criant « Faites-le pour les enfants !» Et Netanyahou et Abou Mazen qui se doivent de faire preuve d'équilibre pour sauver le rejeton, le chef du Hamas, Khaled Meshal, dans sa bouée. Et comme ni les journaux ni les caricaturistes ne se concertent le matin, eh bien regardez la même caricature dans le quotidien de gauche à Haaretz. Voilà les deux parents fraîchement divorcés du processus de paix qui viennent s'échouer sur leur île blessés et fâchés.
Et dans le quotidien centriste Maariv, on voit l'annonce claire de Benyamin Netanyahou. Abou Mazen doit choisir, soit il se réconcilie avec le Hamas, soit il fait la paix avec nous. Et le dernier quotidien israélien que je voudrais vous montrer ce matin, c'est Israël Hayom, quotidien gratuit et pro-gouvernemental qui fait un pas audacieux en plus vers l'annonce de la réaction officielle d'Israël. Le grand titre de cette double page, vers une rupture des relations. À Jérusalem, on ne reste pas les bras croisés après la fusion entre le Hamas et le Fatah. La réunion prévue entre Tzipi Livni et Saeb Erekat vient d'être annulée et on y cite ici la réaction officielle des États-Unis. Israël ne peut pas avancer vers des négociations avec un partenaire qui ne reconnaît pas son existence légitime. Et inutile de vous dire que la presse du monde arabe est elle aussi sur le qui-vive ce matin. Je vous propose de voir la couverture du site de l'agence de presse palestinienne Ma'an. Mahmoud Abbas y est cité. Il ne doit y avoir aucune contradiction entre la réunification de la Palestine et les négociations avec les Israéliens. Nous sommes engagés à obtenir une paix stable et juste basée sur des États et sur des résolutions internationales. Dans un tout autre registre à présent, Yael, voilà une nouvelle qui risque elle aussi de faire couler beaucoup d'encre. Un conseil qui aurait voté une résolution qui tendrait à construire une nouvelle résidence officielle pour le Premier ministre ainsi que, rien que ça, un nouvel avion privé. C'est ça, cette information est reprise dans toute la presse écrite ce matin, mais on vous propose un article dans le quotidien Israël Hayom qui, je vous le rappelle, est proche de Benyamin Netanyahou. Un conseil interne dirigé par le juge et ancien contrôleur d'État Eliezer Goldberg propose de construire un nouveau bureau pour le Premier ministre qui regrouperait aussi sa résidence officielle de Jérusalem et donc un avion privé destiné à lui et au président de l'État qui devrait coûter la modique somme de 70 millions de shekels, l'équivalent de 14 millions d'euros, et 800 millions de shekels, 160 millions d'euros pour la résidence bureau de Jérusalem. Voilà de nouvelles dépenses qui ne présagent ni consensus ni applaudissements. Allez, on va partir à présent en Turquie. Le Premier ministre Erdogan, vous le savez, et on va en reparler d'ici quelques instants, qui a adressé ses excuses et ses condoléances au génocide arménien, un mot qu'il ne dit pas. Non, ni génocide, mais par contre les condoléances sont historiques. Les voilà dans tous les journaux du Moyen-Orient. Regardez plutôt dans le Today Zaman turc. Ces excuses ont été annoncées en 9 langues différentes à l'aube du 24 avril, considérée comme étant la date commémoratrice du début du génocide arménien, 99 ans après. Erdogan s'est adressé à la 3e génération de ces Arméniens qui ont perdu leurs proches en 1915 sous le régime ottoman. Nous souhaitons que les Arméniens qui ont perdu la vie dans les circonstances ayant caractérisé le début du XXe siècle reposent en paix et nous exprimons nos condoléances à leurs petits-enfants. Le voilà aussi dans le quotidien libanais en langue française, L'Orient le jour, qui nous rappelle que malgré ses excuses, le terme génocide n'a donc sciemment pas été employé, terme que la Turquie nie catégoriquement jusqu'aujourd'hui. Et dans la presse israélienne, voyez l'article d'Israël Hayom qui accentue le bémol. Dans ses excuses officielles, le Premier ministre turc précise que le massacre n'a absolument pas été réalisé sur une base ethnique ou religieuse. Les États-Unis caractérisent cette déclaration d'incomplète et même de cynique. Merci beaucoup, Yael, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour cette revue de presse. La Turquie, on en reparle donc, c'est une première. Le pays qui ne reconnaît pas le génocide arménien a présenté, vous l'entendiez il y a quelques instants, ses condoléances aux descendants des victimes des massacres de 1915. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean Sirapian. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes arménien, directeur de la revue Europe et Orient. Alors cette déclaration d'Erdogan, c'est un nouveau petit pas de la part d'Ankara, trop petit, trop symbolique, insuffisant pour les membres de la communauté arménienne? Bonjour à tous. Donc, premièrement, d'abord, quand nous attendions beaucoup de ce discours d'Erdogan, la presse française a parlé des excuses, mais il faut préciser qu'il n'y a aucune excuse dans le communiqué que j'ai lu vraiment en original en turc, donc de bout en bout. Il y a des condoléances, comme vous disiez tout à l'heure. Mais on aurait pu éventuellement applaudir ce message si il était sincère, comme par exemple le geste symbolique du chancelier Willy Brandt s'agenouillant devant le monument des victimes du nazisme à Varsovie en 1970. Ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, comme vous l'avez souligné, il n'y a aucune remarque par rapport au mot génocide dans ce communiqué. Il parle du tehjir, donc du déplacement qui a donné lieu, entre guillemets, c'est ce qu'il dit, donc, à des actes inhumains. Et puis il passe après, quand vous parlez du cynisme, je suis tout à fait d'accord, parce qu'à un moment donné, il dit, en Turquie, il y a la libre expression
qui permettrait de la discussion de ces sujets difficiles, dont celui d'ici. Mais il oublie de dire que la Turquie est la première prison du monde pour les journalistes actuellement. Il oublie de dire aussi qu'il y a quelques jours encore, le Twitter et le YouTube étaient interdits en Turquie. Jean Serapian, pourquoi, selon vous, ces condoléances, elles interviennent maintenant, aujourd'hui? Mais il faut savoir que tous les ans, il y a une sorte de course-poursuite entre la Turquie et la diaspora et puis les autres pays du monde où ils ont reconnu le génocide arménien. À savoir qu'ils sont très nerveux à la veille du 24 avril et ils essayent de contourner la situation en envoyant des messages ou messages, je dirais moi, cosmétiques pour éventuellement arrêter, entre guillemets, le tsunami des messages qui vont venir du monde entier. Et tous les ans, il y a 2 ans, j'avais vu les dirigeants turcs devant leur télévision, ils attendaient pour voir si Obama allait prononcer ou pas le mot génocide. Donc là, c'est une tentative pour dire, ouais, donc nous sommes en train de faire un geste, donc il ne faut pas trop être dur avec nous, et puis on va faire le nécessaire peut-être l'année prochaine. Mais disons est-ce que justement, est-ce qu'on peut imaginer que la Russie, l'année prochaine, au moment du centenaire, reconnaisse le génocide, prononce le terme? Est-ce que c'est réaliste? C'est toujours possible, comme ils ont fait d'autres. Déjà, la Douma avait reconnu devant le génocide d'Arménie, ça fait partie des pays où l'Assemblée, le Parlement avait reconnu. Mais je vais vous dire une chose, depuis 99 ans, nous avons l'impression que la reconnaissance du génocide arménien est utilisée par les uns et par les autres comme une sorte de chantage ou une sorte d'atout vis-à-vis de la Turquie. Et un peu, nous en avons marre vous voir que c'est un sujet qui est vraiment très sensible vis-à-vis des héritiers du génocide arménien. Ça ne devrait pas être traité comme ça. Et donc, s'ils le font, c'est bien. Mais moi, je suis originaire de Turquie, donc je connais un peu la mentalité turque. Moi, j'aimerais bien que c'est la Turquie qui reconnaisse, parce que c'est là la clé de la situation. Ce n'est pas les pays étrangers qui vont faire pression sur la Turquie. Et cette reconnaissance potentielle, elle risque de changer quoi? Elle pourrait changer quoi pour la société civile turque? Toutes nos analyses montrent que c'est une... D'ailleurs, mes amis turcs, les journalistes, les intellectuels le disent eux-mêmes, c'est une clé de voûte de la République turque, à savoir que la République turque a été fondée sur le génocide arménien et sur les cendres de 1 500 000 morts arméniens, et pas seulement arméniens, d'autres chrétiens aussi en Turquie. Et aujourd'hui, il sent que ça bloque un peu, c'est une sorte de point où psychologiquement ils sont bloqués là-dessus. S'ils reconnaissent cette faute qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes, donc ça s'était fait sous l'Empire ottoman, à mon avis, ça va dégager pas mal de choses, même dans leurs relations internes sociales. Merci beaucoup, Jean Serapian, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes arménien, directeur de la revue Europe et Orient. Allez, on part pour la France à présent avec notre invité Thierry Berda. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Vous êtes entrepreneur, défenseur également des droits des homosexuels en Israël. Alors, après un an après la loi du mariage pour tous en France, on parle d'un héritage ambivalent. On ne peut pas parler de déferlante, pas non plus de désintérêt. Pourtant, l'année dernière, c'était au cœur des débats. Ça avait été une véritable révolution sociale qui avait été opérée en France. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je crois que la révolution s'est très bien passée, du fait que c'est devenu tout à fait normal maintenant. Donc comme toute étape, après la révolution, il y a l'évolution. Et on voit en fait que ça rentre dans les mœurs et qu'il n'y a plus aucune différence et qu'elle est acceptée aussi bien dans la société que dans les lois. Est-ce que ce genre de décision légiférée par la France, ça peut créer un précédent dans le reste du monde et notamment en Israël? Je crois que ça a une influence. Je pense même qu'elle est arrivée un peu trop tard en France. Ça aurait été bien de voir justement la France qui soit là et qui soit à l'avant. Précurseur. Elle est venue un peu plus tard en Europe, plus tard que les États-Unis. Je crois que là, elle se joint à cette vague qui fait une réelle différence et elle aura un impact. En Israël, quelle est aujourd'hui la situation des homosexuels? De quels droits jouissent-ils? Malheureusement, en Israël actuellement, ce n'est pas encore possible de se marier. Il y a un problème aussi bien d'avoir des mariages mixtes, le mariage civil en Israël, donc ça touche aussi les gays. Malheureusement, c'est pas possible, mais on peut voir en fait que Israël, lui, est précurseur dans une autre direction,
qui est justement le fait d'avoir la possibilité, la facilité et l'acceptation dans la société pour les couples gays d'avoir des enfants. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au niveau législation, on n'est pas super en avance en Israël. En revanche, au niveau de l'acceptation dans la société, au niveau des normes sociales, finalement, c'est plutôt bien accepté. Puis, il y a des droits pour les homosexuels en Israël. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va plus développé, finalement, que dans d'autres pays, si on regarde, si on compare. Tout à fait. Donc, on voit que ça, par rapport même à l'Europe et aux États-Unis, on voit qu'on est vraiment à l'avant. C'est très accepté, qu'il y a même les lois qui suivent. Par rapport au fait d'avoir des couples gays avec des enfants. On voit, j'ai beaucoup d'amis, on le voit dans la communauté gay, que c'est devenu très normal et les lois suivent. C'est-à-dire un couple gay aujourd'hui en Israël a le droit d'avoir des enfants grâce à une mère porteuse et ça, c'est légiféré. Exactement. La société l'accepte. Il y a de plus en plus même on peut voir ça dans les jardins d'enfants, qu'on parle même dans l'éducation, le fait d'avoir deux pères, deux mères, et c'est très accepté en fait. Et on voit ça pas seulement à Tel Aviv, donc Tel Aviv à ce niveau-là a amené justement cette C'est ça, on parle souvent de Tel Aviv comme d'une bulle finalement en Israël, mais à travers tout le pays, c'est valable également. Exactement, exactement. Donc ça commence par Tel Aviv et après on voit que c'est aussi accepté dans d'autres villes. Et on en parle souvent, les confrontations avec la religion en Israël, comment ça se passe? On va dire que c'est vraiment au cœur. C'est un exemple qui vous a touché de près, je crois. Oui, ouais, donc moi je viens d'une famille religieuse, donc j'ai connu le côté religieux et plus tard de voir exactement comment vivre ma sexualité, comment pouvoir fonder une maison aussi en Israël. De même que j'ai fait le service militaire en Israël, plus tard aussi avoir les mêmes droits que tous les citoyens en Israël. Donc après avoir vu un côté, maintenant je vois de l'autre côté. Et je vois qu'il y a encore une discrimination au sein des gays et je suis optimiste que oui, avec le temps, on a la possibilité d'avoir les mêmes droits. L'avenir, c'est aussi de se battre pour un mariage civil? Un mariage civil, je dirais, en premier temps et au long terme, essayer d'avoir la même égalité pour tous les citoyens en Israël, aussi bien dans des couples mixtes, c'est-à-dire juifs, non-juifs en Israël, d'avoir cette acceptation. Et aussi pour les gays, le fait de reconnaître le fait que nous aussi, nous avons le droit, comme les autres, d'être en couple, de fonder un foyer juif en Israël, gay, et d'avoir les mêmes droits. Alors, c'est reconnu puisque un couple homosexuel, par exemple, qui déciderait de se marier civilement, en dehors du pays, voit son mariage reconnu une fois de retour ici. Exactement. Donc en fait, tout comme le mariage civil qui n'est pas accepté ici, il y a les couples mixtes qui voyagent en Chypre, qui est la destination la plus proche. Donc il y a des gays qui pourraient partir donc aujourd'hui en France pour se marier et revenir, ou partir en Europe, à Barcelone, Canada auparavant, qui étaient par les premiers, et revenir ici et avoir des droits reconnus ici. Et être reconnu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thierry. Merci à vous. Ce matin, à suivre dans votre morning, vous les connaissez, ces produits sans adjuvants, sans conservateurs, sans sucre, sans parabènes et j'en passe. Et bien dans un instant, on parle avec notre spécialiste conso du marketing du SANS. S-A-N-S. À tout de suite.
9h30 à Tel Aviv, l'heure d'un tout nouveau journal présenté par Betsabe Salem. Merci Nathalie, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition sur i24 News. On jette tout de suite un œil au titre. Offensive imminente de Kiev dans l'est de l'Ukraine. La Russie s'est dite prête à intervenir si ses intérêts étaient menacés dans la région. Washington l'accuse de ne pas respecter l'accord signé à Genève. Les Palestiniens ont signé un nouvel accord de réconciliation hier à Gaza. Les deux parties du Fatah et du Hamas doivent annoncer un gouvernement de consensus national. Israël a annulé la réunion prévue hier soir entre les négociateurs. Le Japon, première étape de la tournée de Barack Obama qui doit ensuite se rendre en Corée du Sud, en Malaisie et en Philippines. Un plan de route censé apaiser les tensions causées notamment par le programme nucléaire de Pyongyang. Et on ouvre ce journal avec l'Ukraine. Donc la Russie se dit prête à intervenir si ses intérêts sont menacés dans l'est de l'Ukraine. L'OTAN a condamné la rhétorique enflammée de Moscou. Washington a annoncé l'envoi de plusieurs centaines de soldats en Pologne et dans les pays baltes. 150 de ces hommes sont d'ailleurs arrivés hier dans une base polonaise du nord-ouest du pays. Alexandre Leduc. Des accusations insensées. C'est en ces termes que la porte-parole du département d'État américain a qualifié les propos de Sergueï Lavrov. Mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères s'exprimait sur la chaîne de télévision Russia Today. Il a accusé les États-Unis d'être fortement impliqués dans la politique de contre-insurrection menée par Kiev. Il va sans dire qu'ils ont choisi le moment de la visite du vice-président des États-Unis pour annoncer la reprise de l'opération antiterroriste, car le lancement de cette opération s'est fait immédiatement après la visite à Kiev de John Brennan. Donc je n'ai aucune raison de ne pas croire que les Américains dirigent ce spectacle de la manière la plus directe. Et lorsque la question d'une agression contre les forces russes est évoquée, la réponse du ministre est cinglante. Si nous sommes attaqués, nous répondrons. Si nos intérêts légitimes, les intérêts russes, ont été attaqués directement, comme cela a été le cas en Ossétie du Sud par exemple, je ne vois aucune solution mais de répondre en accord total avec les lois internationales, attaquer des citoyens russes et une attaque contre la Fédération de Russie. En déplacement au Japon, Barack Obama a critiqué la Russie en accusant Moscou de ne pas respecter les accords de Genève. Et l'OTAN, par l'intermédiaire de son secrétaire général adjoint, a exprimé ses préoccupations face aux menaces russes. Tapis rouge pour Barack Obama, venu rencontrer l'empereur Akihito au palais impérial de Tokyo. Le Japon, qui est la première étape de la tournée asiatique du président américain, tournée dont les objectifs sont de rassurer ses alliés de la région de l'engagement des États-Unis, sans pour autant froisser la Chine, qui n'est pas sur l'itinéraire de Barack Obama. Un exercice d'équilibrisme diplomatique en somme. Les précisions tout de suite d'Elsa Mimoun. L'avion Air Force One s'est posé à l'aéroport de Tokyo Haneda. Barack Obama a été accueilli par l'ambassadeur américain au Japon, Caroline Kennedy, et des responsables japonais. Une tournée délicate qui l'emmènera également en Corée du Sud, en Malaisie, aux Philippines, sans passer par la Chine. D'importantes forces de police ont été déployées dans la capitale japonaise à cette occasion. La venue de Barack Obama a provoqué plusieurs manifestations, les Japonais estimant que sa venue ne respectait pas le protocole convenu. D'autres manifestations ont également eu lieu à Manille, aux Philippines. Le président américain doit y signer un pacte de sécurité permettant d'accroître l'utilisation des bases locales au profit des navires et des avions américains. La signature de cet accord est imminente. Cela sera très défavorable pour le peuple philippin. C'est un affront à notre souveraineté. Cette visite intervient alors que les relations entre la Chine et le Japon sont exécrables depuis 1 an et demi en raison d'un conflit territorial en mer de Chine orientale. Comment rassurer ses alliés asiatiques sur l'engagement des États-Unis sans pour autant froisser la Chine ? Comment renforcer la relation vitale avec le Japon tout en tenant compte de l'irritation de Pékin ou de la Corée du Sud ? Pendant une semaine, le président américain va réaffirmer sa volonté de rééquilibrer la politique étrangère américaine vers l'Asie, une manière de rassurer ses alliés régionaux dont certains ont le sentiment d'être quelque peu délaissés par Washington. Et puis on reste dans la région, une tempête de sable en Chine, dans le nord-ouest du pays, avec une visibilité quasiment nulle dans certaines régions, l'impression d'être la nuit, même le jour, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une centaine d'incendies ont d'ailleurs été provoqués dans la région de Xinjiang. Dans certaines parties du Gansu, les températures sont tombées à 0 degré.
Je vous le disais en titre, le Fatah et le Hamas ont donc annoncé la formation prochaine d'un gouvernement d'union nationale, un consensus national qui sera dirigé par Mahmoud Abbas et devrait être présenté dans les prochaines semaines. La réconciliation palestinienne embarrasse Israël. D'ailleurs, la rencontre prévue hier soir entre les négociateurs a été annulée. Regardez. La réconciliation interpalestinienne n'est désormais plus un vœu pieux, mais elle n'est pas du goût de tout le monde, et notamment du gouvernement israélien. Au lieu de faire la paix avec Israël, Mahmoud Abbas fait la paix avec le Hamas. Mais il va devoir faire un choix. Veut-il la paix avec le Hamas ou avec Israël? C'est l'un ou l'autre. Et tandis qu'à Jérusalem, le scepticisme est de rigueur, à Gaza et Ramallah, on propose déjà un calendrier ambitieux. 2 dates sont à retenir, un gouvernement d'unité nationale dans les 5 semaines et des élections générales dans 6 mois au plus tard. Je suis très heureux de proclamer la fin de la période de division interpalestinienne. L'accord de réconciliation Fatah-Hamas suscite aussi une adhésion populaire. En Cisjordanie ou à Gaza, la rue palestinienne veut pousser les 2 organisations rivales à joindre la parole aux actes. C'est au Fatah et au Hamas de mettre fin à la discorde, sinon le peuple prendra les choses en main. Après des années de brouille et de division, le message semble cette fois avoir été entendu. La réaction de la Maison-Blanche ne s'est pas fait attendre. Le nouvel accord de réconciliation pourrait compliquer les efforts en cours pour relancer le processus de paix. C'est la mise en garde de Washington. La porte-parole du département d'État qui a fait part de sa déception. On l'écoute. Tout gouvernement palestinien doit s'engager clairement et sans ambiguïté sur les principes de non-violence, de l'existence de l'État d'Israël et l'acceptation des accords et des obligations précédents entre les parties. L'absence d'engagement clair à ces principes pourrait sérieusement compliquer nos efforts, non seulement les nôtres, mais surtout les efforts entre les 2 parties pour la poursuite des négociations. Suite à un tir de roquette sur le sud d'Israël, près d'Ashkelon, l'aviation israélienne a effectué hier soir une frappe sur le nord de la bande de Gaza, visant des camps d'entraînement du Hamas. 6 civils palestiniens auraient été blessés lors du raid, dont un très grièvement, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur du Hamas. Réaction sur place. On était assis chez nous et dans nos magasins en toute sécurité quand les forces israéliennes ont décidé de frapper. Nous sommes habitués à ce comportement car après chaque réconciliation palestinienne, les Israéliens nous frappent. Au Kenya, au moins 4 personnes, dont 2 policiers, ont été tués hier soir dans l'explosion d'une voiture piégée devant un commissariat de Nairobi. L'attaque a eu lieu près d'un important quartier somalien. Elle n'a pas été revendiquée pour l'instant. Au Brésil, à 50 jours du coup d'envoi du mondial, les autorités de Rio ont renforcé la sécurité dans le quartier touristique de Copacabana. Au lendemain d'une émeute d'habitants d'une favela, la révolte avait été provoquée, je vous rappelle, par le meurtre d'un jeune danseur attribué à la police. Elle a fait une victime. La correspondance tout de suite à Rio de François Cardona. Les patrouilles de police ont été fortement renforcées par des hommes lourdement armés de pistolets, de fusils mitrailleurs dans la zone où l'émeute a eu lieu. La tension est certes retombée, il ne reste sur place que des traces de pneus brûlés, quelques vitrines brisées et les habitants de cette favela installée sur les collines de Rio ont pu vaquer à leurs occupations. Même chose sur la plage de Copacabana où une légère brume hier dans la journée n'a pas empêché les touristes de venir se baigner sous la surveillance néanmoins d'un nombre croissant de policiers. Ces favelas toutes proches du centre touristique, elles sont devenues un enjeu de sécurité majeur pour les autorités de Rio à la veille de ce mondial de football. Ces quartiers pauvres sont occupés depuis plusieurs années maintenant par des unités de police pacificatrices, une sorte de nouvelle police de proximité qui a chassé les trafiquants de drogue. Or, ces jeunes dealers tentent aujourd'hui d'en reprendre le contrôle et les échanges de tirs ne sont pas rares. Près de 10 policiers ont été tués ici à Rio depuis le début de l'année. Certains spécialistes ici au Brésil affirment même que ces émeutes comme celle qui vient de se passer à Copacabana seraient en fait des démonstrations de force orchestrées en sous-main par les trafiquants de drogue pour tenter. Voilà, fin de ce journal. On se retrouve dans 20 minutes. À tout de suite.
la dernière partie de votre morning sur i24 News en ma compagnie sur ce plateau Rudy Saada. Bonjour Yohan Waki, merci à vous de nous avoir rejoints. Tout de suite, c'est la revue du web. Et on commence ce matin avec les réactions sur le net après les condoléances d'Erdogan hier aux petits-enfants des victimes du génocide arménien. Des condoléances, mais non pas des excuses. Et cette sortie hier à l'occasion de la commémoration des 99 ans du génocide arménien a beaucoup été commentée sur le net. Alors certains, comme Agaï Sobol, se demandent si ces condoléances sonnent comme un début de reconnaissance donc du massacre. Ulysse, lui, s'exclame 99 ans pour des condoléances. C'est un petit peu long, mais la vraie tendance sur le net et dans la communauté arménienne aussi, c'est de dénoncer la manœuvre et de parler de reconnaissance au rabais. Et puis pour Alison Tarmarzian, Erdogan ne s'est pas excusé pour les victimes du génocide arménien. Il fait référence à une délocalisation malheureuse et il met en garde contre toutes les allégations contre la Turquie. Donc pour elle, c'est tout simplement insultant. Et puis on termine avec cette image assez forte, elle nous vient du cœur d'Istanbul. C'était hier cette commémoration des petits enfants de victimes avec à la main une rose rouge. Et voilà, c'est pour la Turquie. Alors on va rester dans le pays, mais pour tout à fait autre chose à présent. On parle d'une campagne virale féministe qui a rencontré un succès à l'international. Oui, serre tes jambes et n'empiète pas sur mon espace. Ça, c'est le nom de cette campagne internet qui a été lancée par les féministes turques du IFK Feministler sur les réseaux sociaux. Alors en cause, les comportements des hommes dans les transports en commun qui prennent toute la place, comme vous le voyez sur ces images prises par les internautes, toute la place en écartant leurs jambes. Et puis c'est une manière aussi de lutter et de dénoncer le harcèlement quotidien dont elles peuvent être victimes. Alors le succès a été mondial car le thème est assez universel et donc le hashtag qui accompagne la campagne c'est ici en tête des tendances très rapidement sur Twitter. Voilà, c'est plus universel que jamais cette campagne et donc les internautes sont encouragés à prendre ce genre de photos dans les transports pour arrêter ce genre de comportement et voilà, réminiscence du métro parisien aussi de temps en temps. Totalement autre chose. À présent, on parle maintenant de la nouvelle fonctionnalité de Google qui propose une remontée dans le temps. Oui, alors complètement une time machine, tout simplement. C'est l'idée de Google qui a donc décidé maintenant de vous emmener avec leur service Street View. Alors pour rappel, le service Street View vous permet de vous balader en photo à peu près partout dans le monde, image après image. Et donc ils ont eu cette idée puisque Street View existe depuis déjà 7 ans. Et bien désormais il y a une touche qui s'appelle remontons dans le temps. Et si vous remontez dans le temps, photo après photo, donc là vous voyez par exemple, c'est alors on va le voir en action peut-être tout à l'heure. Non, on va pas le voir en action. Il y a une photo. Voilà, alors là c'est à Singapour et donc vous voyez, vous remontez dans le temps sur un chantier ou par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir. Voilà, donc on voit la construction. On peut aussi voir se rendre au Japon avant et après le tsunami, regarder la reconstruction et image après image, ça se fait tout seul et ça vous indique avec les angles. C'est une sorte de voyage dans le temps et de voyage en 3D à partir des photos prises donc par les internautes. C'est assez édifiant. Donc c'est la nouvelle fonction Time Machine de Google ce matin. Et pour les 1 an d'i24 News, on remontera dans le temps et on verra le chantier sur ce port de Jaffa à Tel Aviv. On continue et on termine avec une vidéo virale efficace. Oui, alors hier, on a parlé d'un bad buzz. C'est très difficile de communiquer sur Internet avec une vidéo virale. Toutes les marques s'y essayent. Et là, c'est une compagnie intérieure française qui a décidé de jouer sur le thème de la proximité. Souvent, on a l'habitude, quand, par exemple, quelqu'un de la famille est à Marseille et qu'on est à Paris, de discuter par Skype. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Voilà une discussion Skype qui va sûrement vous rappeler quelque chose si vous avez quelqu'un qui est loin de vous. Allô? Ah. Allô? Bonjour. Coucou. Coucou, Poussin. Ça va, mon Poussin? Ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va, tranquille, ouais. Coucou, Nilan, coucou, Nouchra. Raphaël, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, il pleut. Ouais. Il pleut. Ah, il pleut à fond, ouais. Attends! Comment ça va, mec? Ça va et toi, ma poule? Très bien, très bien. Ah là là, t'es beau! Mais il est beau! Oh, mais toi aussi, quelle belle déco! Jusque-là,
c'est normal, c'est classique, donc ils ont l'impression d'être loin, sauf qu'un des deux est complice et est dans un camion avec un faux décor juste à côté de la maison. Et donc voilà ce qui va arriver. Quelques secondes plus tard, quelqu'un sonne, je vais ouvrir, excuse-moi, je vais ouvrir, et voilà ce qui arrive. Surprise, surprise. J'ai signé un truc, 2 secondes. 2 secondes quoi? Je te pose là. Where you need to let it all through. Shout it out and release it from the heart. Coucou Tati. It's kind of light is the echo from the start. En ligne, c'est bien, en vrai, c'est Ouais, mieux, là, vous avez les non yeux qui brillent, c'est vrai que c'est la carte de l'émotion. Et oui, je m'attends à ce que ce soir, après un Skype, je retrouve certains de mes êtres chers éloignés. Merci beaucoup. Voilà, donc en vrai, c'est mieux, c'est le nom de cette campagne qui marche très très bien sur Internet. Merci, Merci à vous. beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On va parler de tout à fait autre chose à présent. La filiale de Sotheby's à Hong Kong qui propose au public de découvrir la philosophie sexuelle perdue de la Chine. Elle se trouve dans l'art érotique chinois. Découverte pour nous avec Dany Swibel et Sandy Fortis. Statues, gravures, peintures, toutes représentant les pratiques sexuelles chinoises, autant d'œuvres issues de la collection personnelle du peintre néerlandais Ferdinand Berthollet, qui espère aider la Chine à renouer avec son passé sexuel chargé. Ces œuvres explicites datant de la dynastie des Han, au IIIe siècle avant JC, à la dynastie Qing, qui a pris fin en 1911, font partie de la centaine de pièces exposées à Hong Kong, créant la surprise et parfois quelques rires des visiteurs qui ignoraient la relation passionnelle que la Chine avait avec le sexe. Ces œuvres étaient des commandes de l'empire de Kangxi. À la cour, il faisait ses peintures. Ça montre l'importance qu'avait cette philosophie en Chine à l'époque. Ferdinand Berthollet, dont la collection d'art érotique chinois est la plus grande au monde, avec environ 500 œuvres, pense que leur côté très explicite ne devrait pas être considéré comme pornographique. Il représente l'harmonie avec la philosophie taoïste qui prospérait en Chine avant que le communisme prenne le pouvoir et le chaos de la révolution culturelle qui a suivi. C'est vraiment une part de l'histoire chinoise. Je pense que c'est une bonne chose que la Chine gagne une plus grande importance économique et politique. Les gens sont en mesure d'accéder à ces trésors perdus et dans de nombreux cas d'être en mesure de les conserver et même de les ramener en Chine si les conditions le permettent. Les temples et églises appartenant à toutes les croyances, y compris les anciennes philosophies chinoises, ont été la cible d'une suppression totale de la religion en Chine. L'expression sexuelle n'était pas tolérée. Après la révolution culturelle, l'art érotique a disparu. Il était considéré comme décadent, il était même considéré comme occidental, ce qui n'avait aucun sens. Ce serait génial si ça prendra du temps. Je ne peux pas changer la façon dont les choses évoluent, mais ça serait fantastique qu'à l'avenir, les Chinois renouent avec leur propre philosophie. Et voilà, matière à réflexion en cette fin de semaine. On va passer à présent à notre chronique conso avec Johan. Et vous le connaissez tous, hein, les biscuits sans sucre, les lingettes sans parabènes, les yaourts sans matière grasse. C'est le marketing du sang. Mais de quoi il s'agit exactement ? Eh ben, c'est exactement ça en fait. Le marketing du sang, c'est tous ces produits qui envahissent les rayons de nos magasins. Des produits donc sans conservateur, sans aluminium, sans sucre ajouté, etc. Et plus récemment, effectivement, sans parabènes ou sans gluten si on se tourne vers l'alimentation. Eh bien, si les industriels regorgent de créativité pour nous proposer de plus en plus de formules de ce type-là, c'est qu'il y a une véritable demande au niveau des consommateurs de produits plus sains, plus authentiques, un peu dénudés de tout ce superflu qu'on est venu ajouter de façon chimique avec le temps. Et cette tendance est en train de prendre une dimension tout autre, puisque les produits les industriels nous proposaient aujourd'hui jusque-là des produits alimentaires principalement ou des produits d'hygiène, et aujourd'hui on voit ce concept s'appliquer à des produits ou à des services des secteurs complètement différents. Je pense notamment aux nouveaux bars sans alcool. On les appelle les bars zéro. C'est des bars
traditionnelle, j'ai envie de dire. La seule différence qui est quand même majeure, c'est qu'ils ne vendent absolument aucun produit alcoolisé et ces bars fleurissent à peu près partout depuis quelques temps sur la planète. C'est étonnant, bar sans alcool. Rudy, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce type d'opération. Ça a l'air impressionnant, notamment pour la santé des clients. Est-ce que c'est dangereux pour le business ? Eh bien écoutez, apparemment non. Si on en croit Catherine Salouet, qui a 40 ans et qui a ouvert le bar zéro de Londres, le premier bar zéro de Londres, qui s'appelle le Redemption Bar. Elle nous dit que ça se passe... Oui, le nom est bien choisi. Le nom est bien choisi. En tout cas, elle nous dit qu'elle répond à une véritable attente de ses clients qui sont, selon elle, en quête de se faire plaisir sans se saouler. Voilà, une nouvelle façon de faire la fête. Et c'est pas le seul bar de ce type-là. C'est un remake du salon de thé, quoi. Alors, c'est pas un salon de thé. Regardez les images. C'est beaucoup plus festif et beaucoup plus joyeux qu'un salon de thé. Mais le principe est le même. Ouais. On peut le comparer peut-être à un café. Ou en tout cas, on reste complètement sobre. Et donc, c'est pas le seul bar de ce type-là à Londres. Ça fleurit de plus en plus. Il y en a qui envahissent la ville. Et si on en croit l'Office national des statistiques de Londres, la proportion d'individus déclarant avoir bu un verre d'alcool dans les 7 derniers jours est en baisse ces dernières années. Donc ça répondrait vraiment à une véritable demande. Pour vous donner quelques chiffres, en 2005, 72% des hommes et 57% des femmes déclaraient avoir bu un verre d'alcool dans les 7 derniers jours. Donc 72 et 57. En 2013, il n'était plus que 64% des hommes et 52% des femmes. Donc voilà, une véritable mouvement, en tout cas, plus que de tendance, un véritable mouvement à la baisse de la consommation d'alcool. Et ce type d'enseigne vient y répondre. Et comment vous expliquez ça, Rudy? Je disais que c'est intéressant que ça soit né à Londres parce que c'est la capitale du binge drinking où là, l'alcoolisation fait des ravages. Et là, c'est vraiment la contre-tendance, quoi. Eh ben, c'est peut-être les précurseurs en matière d'alcool et du coup les précurseurs en matière de sobriété. Alors justement, comment ça s'explique? Alors plusieurs hypothèses. La première hypothèse et la plus logique, c'est la crise socio-économique qui pousse les consommateurs à revoir leur mode de consommation de façon globale et à se reposer les questions. Est-ce que j'ai envie de consommer tel ou tel produit et la façon dont j'ai envie de le consommer? Et puis je vous le disais, de façon plus globale, on sait qu'on est dans une tendance à un mode de vie plus sain, plus équilibré, et du coup certains remettent même en question leur consommation d'alcool. Est-ce que ce serait pas plus logique, si je consomme des produits bio tous les jours, de consommer moins, voire plus du tout d'alcool? Et d'ailleurs en Angleterre, on a le Dry January, c'est-à-dire le mois de janvier en totale sobriété, pas une goutte d'alcool au mois de janvier, qui séduit de plus en plus de monde. Preuve que le rapport à l'alcool est en train de changer, peut-être que l'alcool est moins sexy, ou peut-être que la sobriété est plus sexy. À mon avis, c'est plutôt ça. Preuve de contrôle, preuve de maîtrise de son corps et le fait de prendre soin de son corps qui serait plus en phase avec les attentes de la nouvelle société. Ne pas boire avant, c'était peut-être... on passait peut-être pour quelqu'un d'ennuyeux, quelqu'un de pas drôle. Aujourd'hui, ne pas boire, c'est peut-être prendre soin de soi et c'est peut-être plus moderne. Voilà, on attend alors ne pas boire, ne pas fumer, ne pas toutes ces choses qui risquent de faire du mal à notre corps. D'autres exemples de ce marketing sans? Alors, d'autres exemples de ce marketing du sang, exactement, il y en a des nouveaux. On parle de plus en plus du no-poo. Alors, no-poo, je ne sais pas si ça vous parle. Non, pas du tout. Alors, le no-poo pour no shampoo, c'est-à-dire ne plus se laver les cheveux, ou en tout cas se laver les cheveux sans shampoing. Donc, ça donne des choses plutôt improbables. En tout cas, ça marche très bien sur la toile. Les blogueuses en raffolent. De plus en plus de blogs de filles qui se confient et qui nous font part de leur expérience. Il va falloir que vous nous ameniez les photos et les... Oui, non, mais quelles sont les alternatives surtout? Alors, avant d'en arriver aux alternatives, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, l'idée, c'est de se dire que dans le shampoing, il y a effectivement beaucoup trop de produits qui ne servent à rien et qu'on habitue nos cheveux à avoir besoin de ces produits. Si on les habitue à ne plus en avoir, ils n'en auront plus besoin. Donc on ne se lave plus les cheveux. Comment on fait? Première étape, on espace les shampoings de plusieurs semaines. Temps 2, on se lave les cheveux avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Et temps 3, on ne se lave plus les cheveux qu'une fois par mois ou tous les 2 mois, uniquement avec de l'eau, c'est-à-dire on se les rince. Mais là, pour le coup, il n'y a rien à craindre pour ses cheveux? Eh ben alors, rien à craindre. Elles nous disent que non. On voit quelques photos avant-après qui nous prouvent qu'en tout cas, visuellement, la différence n'est pas choquante, en tout cas avec un certain temps. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Les dermatologues nous disent que le mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre est très mauvais, c'est très agressif pour les cheveux. Est-ce que c'est mauvais? On ne sait pas. Ils nous disent qu'il vaut mieux utiliser du shampoing, peut-être des shampoings à pH neutre, peut-être des shampoings doux. Voilà, en tout cas, ils ne sont pas totalement contre. Ils n'encouragent absolument pas non plus la démarche. Certaines blogueuses et même actrices, figurez-vous, des stars, rentrent dans cette tendance. Alors, pas du no-poo, mais du low-poo, c'est-à-dire moins de shampoing. Alors là, on n'utilise pas du tout de shampoing, on utilise uniquement de l'après-shampoing. Et c'est le cas notamment de Nathalie Portman, qui dit ne pas s'être lavé les cheveux depuis 5 ans avec autre chose que de l'après-shampoing.
Voilà, donc ça a l'air de fonctionner, en tout cas quand on la voit, c'est pas choquant. Donc les stars et les blogueuses aussi qui ouais. Alors, les retours d'expérience sur Internet nous disent qu'il n'y a pas de mauvaise odeur, que ce n'est pas sale, que les cheveux sont gras dans un premier temps, mais se régulent dans un second temps, voilà, que le sébum se régule dans un second temps. Et ben voilà, Johan, on vous propose de tester non, pour nous. Non, j'ai pas voulu essayer, je suis désolé. J'ai pas voulu essayer. C'est parfait pour le petit-déj. À l'heure du petit-déj, je parlais de ça, c'est très bien. Désolé. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir proposé ces alternatives. C'est frais, c'est tendance, c'est nouveau. Et puis, on en parle sur i24 News. Merci d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui ont réalisé et préparé cette émission. C'est la fin donc du morning. L'actualité continue sur i24 News. Restez à l'écoute. Excellente journée. À vous, on se retrouve demain.